Alors bonjour, je suis avec Patrice Leroux, directeur de programme à l'Université de Montréal. Et c'est exact. Alors moi, je m'occupe de deux programmes de certificats, le certificat en communication appliquée et le certificat de relations publiques offert à la faculté de l'éducation permanente. OK. Et on parlait tantôt et c'est votre quatrième webcom, c'est ça? C'est mon quatrième webcom, mais c'est la première fois que je participe non seulement à titre de présentateur, donc j'ai présenté plusieurs de mes collègues qui eux-mêmes avaient des conférences, mais j'ai également présenté ou participé à deux conférences. Une première qui s'intitulait RP 2.0, nouveau paradigme ou retour aux sources. Et ensuite, un petit peu plus tard en journée, j'ai présenté à titre individuel une conférence portant sur la gestion de crise à l'ère du web en temps réel. OK, on va essayer de parler un petit peu de ces deux-là. On va commencer par les relations publiques 2.0. C'est quoi ça, les relations publiques 2.0? Alors, les relations publiques 2.0, essentiellement, c'est des relations publiques à l'ère du web 2.0, où justement, on est en train, grâce au web 2.0, de réaliser sans doute le vieux rêve des relations publiques, celui de pouvoir établir une véritable communication bidirectionnelle symétrique. Alors, symétrique, ça veut dire équilibrée entre une organisation XY et ses nombreux publics. Donc, ce n'est plus seulement les organisations qui parlent aux gens, mais les gens qui répondent. Et donc, on est capable d'établir un discours. Alors, effectivement, ce n'est pas qu'une petite différence sémantique. On doit parler avec les gens et non aux gens. Et voyez-vous, ce matin, ce que j'ai tenté de faire dans le panel, ça a été de dire, dans le fond, quand on parle de... Oui, c'est un nouveau paradigme, mais c'est également un retour aux sources parce que dans les années 80 et même au début des années 90, les gens qui faisaient des relations publiques contemporaines assez avancées, ce qu'on appelle le cutting edge public relations, disaient déjà à l'époque ou reprenaient déjà à l'époque certaines des thèses centrales du marché des évidences, le fameux Clue Train Manifesto, qui est un livre qui a été très important pour tous ceux qui veulent faire des affaires sur Internet. Et la première thèse, les marchés sont des conversations, mais déjà à l'époque, il y avait un praticien américain qui s'appelle Patrick Jackson, qui est malheureusement décédé aujourd'hui, qui disait un peu la même chose, qui disait par exemple, ne passez pas vos messages à travers les médias, parce que de toute façon, les médias distorsionnent votre message, les gens ne les écoutent pas, allez directement aux gens, allez les écouter et tenter d'établir un véritable dialogue avec eux. Et Internet a été un véhicule tout désigné pour ça. Alors, absolument. Alors, Internet est surtout, Internet dans le temps avec les forums de discussion, oui. Mais depuis quelques années, avec les médias sociaux, ça, c'est vraiment en train de changer la donne, les gens peuvent faire partie du dialogue, on peut les faire du monitoring, donc écouter ce qu'ils ont à dire et éventuellement peut-être même changer certaines de nos pratiques. Quand les gens nous disent, voici nos attentes, voici nos besoins, là, nous, notre rôle, c'est d'agir comme oreille et ensuite d'agir, non, on n'est plus seulement des porte-voix, autrement dit, on est les oreilles d'une organisation. Et le consommateur a maintenant directement accès, il peut fournir du feedback directement aux gens qui écoutent, aux organisations qui écoutent. Tout à fait, absolument. Est-ce que vous pensez que c'est toutes les organisations qui écoutent? Non, ce ne sont pas encore toutes les organisations qui écoutent. Malheureusement, ce matin, Mme Cooley du CEFRIO nous annonçait que 49 des entreprises québécoises ne voyaient pas l'utilité du blog, par exemple. 49 49 c'est énorme. Et comme vous le savez, le blog, ça reste encore le roi des médias sociaux. C'est à travers le blog qu'on peut recevoir des commentaires et répondre aux gens. Alors, j'ai été assez estomaqué par ce chiffre-là. Donc, il y a un 51 d'entreprises qui, eux, ont compris et ont une opportunité incroyable. Qui ont une opportunité, des occasions d'établir une véritable relation. Parce qu'il y a eu aussi un livre à la fin au début 2009 assez important qui a été publié par Brian Solis qui s'intitule Putting the Public Back in Public Relations. Alors ça, effectivement, c'est assez intéressant. Mais nous, on est en train de se demander si ce n'est pas plutôt de remettre les relations à l'ordre du jour, de remettre le mot relation dans relations publiques. Parce que c'est peut-être ça qu'on a oublié pendant un certain temps. Dans les années 80, dans les années 90, on a été pris un petit peu sous le joug de la communication intégrée, sous le joug du marketing, où l'important, l'objectif, c'était de lancer nos messages clés, de faire attention à notre image, à la réputation. Bon, tout ça, c'est encore très important aujourd'hui, mais aujourd'hui, je pense qu'on est en mesure d'intégrer les besoins des parties prenantes, de nos publics, aux objectifs d'affaires, aux objectifs d'opération et de communication des entreprises.
Excellent. Et gestion de crise à l'heure du 2.0? Alors ça, c'était quelque chose d'assez particulier parce que en fin de journée, j'ai fait part de mes observations à la suite d'une campagne lancée par Greenpeace contre l'utilisation d'une huile de palme dans un des produits que Nestlé fabrique, la tablette de chocolat Kit Kat. Okay. Et bon, depuis des années, ce qui se passe, c'est que Nestlé achète de cette huile de palme dans la fabrication de sa tablette de chocolat, mais cette huile, malheureusement, provient de forêts tropicales qu'on est en train de détruire au profit d'une plantation d'huile de palme. Et le problème est tellement épineux que l'Indonésie, qui est le plus gros producteur d'huile de palme, est devenu également, à cause de cela, le plus gros producteur de gaz à effet de serre. Au troisième rang derrière la Chine et les États-Unis. Imaginez-vous. Alors, Greenpeace lance une campagne le 17 mars sur son site web, sur son site Facebook, permet par exemple aux gens de télécharger un gravatar ou un avatar qui reprend un peu le logo de Kit Kat, mais sur lequel c'est écrit Killer Kit Kat. Et ce dont Greenpeace ne s'attendait pas, c'est que les gens ont envahi, entre guillemets, le site corporatif de Nestlé pour justement dire, écoutez, arrêtez Nestlé, vous devez arrêter cette déforestation de la forêt tropicale, c'est important, etc. Il y a eu des milliers de gens qui se sont rués sur le site corporatif, des centaines qui ont laissé des messages assez négatifs. Et malheureusement, comme c'est assez nouveau, même pour une multinationale comme Nestlé, ça a été très mal accueilli. La personne qui s'occupait d'intervenir, qui était le modérateur du site Facebook de Nestlé, a reçu les messages avec sarcasme, avec ironie, a même envoyé promener certaines personnes. Et donc, ça a été très mal géré. Au bout du compte, ça s'est assez bien terminé parce que la compagnie Nestlé a finalement accepté de revoir ses pratiques et a dit tout dernièrement qu'elle n'achèterait plus donc d'huile de palme de forêts tropicales qui ne sont pas certifiées développement durable. Alors, mais ça a pris quand même, ça a été une campagne qui a duré 2 mois. Il y a eu une vidéo assez choc qui faisait appel à l'émotion, mais il y a également eu des présentations à partir du site de Greenpeace qui faisaient état de ce problème de déforestation, mais avec des arguments scientifiques et assez solides. Bref, au bout du compte, 1,5 million de visionnements de cette fameuse vidéo-là, 200 000 courriels qui ont été envoyés à Nestlé directement, une quantité d'appels téléphoniques. Nestlé a dit, bon d'accord, c'est assez. On revoit nos politiques et on revoit surtout nos politiques d'intervention sur Facebook. Absolument. Donc, Greenpeace a vraiment compris le pouvoir d'une campagne Internet. Ça fait longtemps. Eux, ils ont bien compris ça. Ça fait longtemps, même depuis les années 80. Greenpeace, ce sont des as, ce sont des gens très bien éduqués, mais éventuellement, Greenpeace a très bien intégré l'utilisation des médias sociaux dans le cadre de ces campagnes. 30 secondes, comment on fait pour se protéger de ça? Si l'Internet peut nous faire mal en tant qu'entreprise, comment on fait pour s'en protéger? Je pense que c'est très facile. Il faut être authentique, il faut surtout être transparent parce que l'Internet est très poreux et il faut savoir bien gérer les réactions avec politesse, avec courtoisie, avec fermeté, mais en s'en tenant aux faits. Pas de propagande, pas de les faits. Et éventuellement, il faut aussi dire, écoutez, nos pratiques sont-elles durables? Si elles ne le sont pas, c'est mieux de changer nos pratiques parce qu'éventuellement, ça risque d'affecter la continuité de nos affaires. Excellent, Patrice Leroux. Merci beaucoup. Merci.